Ethan Crumbley relit une dernière fois sa checklist. 9 mm, c'est bon. Bouchon d'oreille, parfait. Munitions, elles sont dans le sac. Plan du lycée d'Oxford, téléchargé, imprimé et mémorisé. Allongé sur son lit, l'adolescent de 15 ans jubile. Dans quelques jours, il fera enfin taire les voix dans sa tête. Et pas seulement elle, tout le monde verra qu'il existe. Mais alors qu'il se prépare à tuer plusieurs personnes innocentes, Ethan Crumbley a un doute. Ou plutôt, non. Disons qu'il a besoin d'inspiration. Et ça tombe bien car le futur tueur de masse a un rôle modèle, Nikola Cruz. Guidé par sa soif de sang, Ethan Crumbley relit une énième fois la page Wikipédia dédiée à l'auteur de la fusillade de Parkland. Le 14 février 2018, Nikola Cruz ouvre le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Il tue 17 personnes et en blesse 17 autres, devenant l'auteur de la fusillade de lycée la plus mortelle des États-Unis. Une petite précision rapide sur ce que je viens de dire à la fin de l'introduction. La fusillade de Parkland est la 5e plus meurtrière aux États-Unis. Cependant, elle est la plus meurtrière dans un lycée. En effet, les 4 ayant eu plus de victimes se sont passés soit dans des universités, soit dans des écoles primaires. Nikola Cruz naît le 24 septembre 1998 à Margate, dans l'état de Floride. Et à peine son bébé entre ses bras, Brenda Norma Woodward décide de le faire adopter. Il faut dire que la femme de 42 ans n'est pas un modèle de stabilité. Brenda, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le crime, la drogue et la violence. Pendant sa grossesse, elle fume du crack, sniffe de la cocaïne et se saoule régulièrement. Alors, soit elle est inconsciente, soit elle est en train de mettre au défi son bébé. Mais je crois que dans les deux cas, ce n'est pas bon signe. En parallèle, elle fait de fréquents allers-retours en prison. En tout, elle sera arrêtée 28 fois pour divers chefs d'accusation. Possession de drogue, vol de voiture, agression à main armée, violence domestique. Une fois, Brenda ira même jusqu'à frapper son colocataire avec une barre de fer. Brenda elle-même a conscience qu'elle n'est pas en position d'offrir un cadre de vie sain pour son enfant. Alors elle prend la décision difficile de confier son bébé à quelqu'un d'autre. Et mine de rien, je trouve que c'est déjà un exploit qu'elle soit lucide à ce point. Même si, on va être honnête, elle a beau dire qu'elle ne peut pas subvenir aux besoins de son enfant, le doute persiste quant à la vraie raison, qui serait que la femme souhaiterait ne pas avoir un gamin dans les pattes pour être tranquille et faire ses trucs délirants toute seule. Justement, Linda et Roger Cruz rêvent depuis toujours d'avoir un enfant. C'est donc fou de joie qu'ils accueillent le petit Nicolas. Quand Linda le ramène dans leur maison à 5 chambres de Parkland, elle sait que sa famille est enfin complète. Parkland, ce n'est pas une très grande ville. Située à 75 km de Miami, la cité ne compte que 35 000 habitants en 2020. Il y a presque autant de monde à Parkland qu'à Schiltigheim, en Alsace. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur Parkland. Pas de monuments historiques, pas de célébrations particulières. Un taux de criminalité plus bas que dans 75% des communes des États-Unis. Parkland est ce qu'on pourrait appeler une ville dortoir. Une petite ville américaine, sans histoire. Et à Parkland, Nicolas flotte sur un petit nuage. Linda et Roger l'adorent. Parfois, Roger place ses petits pieds sur les siens et danse avec lui dans la maison. De son côté, Linda est une mère au taquet. Elle s'assure qu'il va bien et le couvre de bisous. Vraiment, Nikola Cruz est tombé dans une bonne famille. Personne ne le force à fumer du crack. Et le conte de fées ne s'arrête pas là. 17 mois après la naissance de Nicolas, sa mère biologique a un second enfant. Là encore, les Cruz volent à la rescousse. Ils adoptent immédiatement Zachary, le demi-frère de Nicolas. Il devrait être interdit à Brenda d'avoir des enfants, mais heureusement qu'il y a la famille Cruz pour compenser. Les deux garçons deviennent copains comme cochons. La preuve avec cette photo d'eux en train de rigoler dans leur bain. La maison des Cruz est remplie d'amour, de rire et de tendresse. Et puis, en 2004, un malheur s'abat sur la famille. À 67 ans, Roger Cruz meurt des suites d'une crise cardiaque. Nicolas n'a que 6 ans, Zachary en a 4. Et ils viennent tout juste de perdre celui qui était leur modèle. Avec la disparition de son mari, Linda Cruz se retrouve à devoir endosser tous les rôles. Au début, elle s'en sort très bien. Histoire que les garçons se dépensent, Linda les emmène régulièrement au Liberty Park. Et parce qu'ils l'ont suppliée pendant plusieurs semaines,
Elle finit par leur offrir des chiens. Le soir, quand Nicolas et Zachary rentrent de l'école, ils sont accueillis par les jappements de Maisie, un Golden Retriever, et Kobe, un terrier. Honnêtement, après la mort de Roger, la famille s'en sort plutôt bien. Du moins, jusqu'à ce que les garçons deviennent prépubères. Zachary commence à jouer avec le feu. Il passe plusieurs jours hors de chez lui, il cogne une voiture de police avec son skateboard, il vole à l'étalage dans un magasin Target. Zach, comme on le surnomme, devient un adolescent turbulent. Mais en comparaison de Nicolas, c'est un amateur. Petit à petit, Nicolas s'isole. Quand il attend le bus scolaire, il traverse la route, juste pour ne pas rester à côté des autres enfants. Et à la maison, Nicolas devient inarrêtable. Quand Zachary et Nicolas jouent à Halo, un jeu vidéo, à la fin, 9 fois sur 10, Nicolas pète un câble. Et l'expression est bien choisie. Il hurle comme un déchaîné. Il frappe les portes, les murs et, étrangement, il poignarde les coussins. C'est évidemment un comportement extrêmement inquiétant. En plus de ça, Nicolas développe l'habitude de faire des trous dans le mur. Pour une raison inconnue, il commence à cacher des armes. Par exemple, une fois, sa mère utilise une hachette pour abattre un petit arbre dans le jardin. Nicolas met la main dessus et la planque dans sa chambre. Mais Nicolas n'est pas uniquement violent envers les objets. Il se montre très agressif avec les autres. Quand Zachary et lui se disputent, Nicolas lui pointe une arme dessus. Même sa mère n'est pas à l'abri de sa furie. Une fois, Linda commet l'erreur de préparer un plat qui ne lui convient pas. Nicolas sort de ses gonds, prend une arme et la pose sur la tempe de sa mère. Fou de rage, il la regarde droit dans les yeux alors qu'il lui dit « Je vais te faire sauter la tête ». L'arme dont je parle n'est pas une arme réelle, c'est un jouet. Mais le contexte et cette phrase qui sort de la bouche du garçon sont inquiétants. Il n'a pas dit qu'il allait faire sauter la tête de sa mère adoptive en jouant un rôle. C'est parce qu'il a été déçu du plat qui lui était servi. Et cela fait une grande différence. Bien sûr, tout ce que je vous décris ne se déroule pas en une journée. Il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines qui séparent ces incidents. Mais pris à part et avec un peu de recul, on voit à quel point l'attitude de l'enfant est en train de dévier. Et autant Nicolas adore ses deux chiens, autant il se montre brutal envers les autres animaux. L'un des voisins de Cruz a quelques poules dans son jardin. Un jour, sans raison apparente, Nicolas tire sur l'une d'entre elles avec un pistolet à air comprimé. Tout ça fait qu'en 2008, alors qu'il n'a que 10 ans, Nicolas Cruz devient connu des services de police. Et ça ne va pas en s'arrangeant. À l'école, il est violent physiquement et verbalement avec les autres enfants. Pour tenter de résoudre le problème, Nicolas changera d'école 6 fois. 6 fois en 3 ans. Mais rien n'y fait. Il continue à s'enfoncer dans la provocation. En 2013, le comportement de Nicolas est tellement problématique que sa mère décide de l'emmener chez un spécialiste. Le docteur diagnostique à Nicolas un trouble du déficit de l'attention et un trouble oppositionnel avec provocation. En gros, c'est un trouble qui se présente entre la primaire et le collège. Un enfant atteint se disputera avec toutes les figures d'autorité, même des adultes. Il fera preuve de colère, provoquera délibérément d'autres personnes, sera très rancunier et aura envie de se venger, et de manière générale, sera très malveillant. Les psychiatres suggèrent un placement en institution psychiatrique le temps que ces troubles soient sous contrôle. Ce ne sera jamais fait. L'année d'après, Nicolas est envoyé dans une école pour enfants souffrant de difficultés d'apprentissage ou de troubles émotionnels. Là encore, les choses se passent plutôt mal. En 2016, Nicolas passe à la vitesse supérieure. Inscrit au lycée Stoneman Douglas de Parkland, il fait vivre l'enfer à ses camarades. Au premier abord, Nicolas apparaît comme quelqu'un de timide. Quand les autres le regardent, il fait constamment l'effort de baisser son visage. Mais ce n'est qu'une façade. Dès qu'il est un peu en confiance, Nicolas parle de son sujet favori, les armes. Et plus précisément, la chasse. Mais pas la chasse sportive. Ce qui amuse Nicolas, c'est de traquer des animaux sans défense, de les abattre de la pire des manières et d'ensuite regarder la vie les quitter. Et il en parle constamment, de ça et de faire un carnage au lycée Stoneman Douglas de Parkland. Il raconte ses futurs plans à ses camarades. Il dessine des scènes de fusillade en classe. Ce n'est pas juste une parole lancée en l'air dans un moment de colère. Et nous sommes en 2016, des fusillades dans les lycées américains, c'est triste à dire, mais il y en a eu un paquet. Cela devrait inquiéter, et c'est ce qu'il se produit le 5 février 2016.
Paniqué par ce qu'il entend, quelqu'un avertit la police que Nicolas planifie une tuerie au lycée de Parkland. Cet appel restera sans conséquence. Ce qui est au moins étonnant dans le contexte particulier des États-Unis et des tueries de masse. Les élèves de Parkland n'ont d'autre choix que d'écouter Nicolas radoter sur sa soif de sang. Mais la pire chose qui puisse leur arriver, c'est de devenir ami avec Nicolas sur les réseaux sociaux. Caché derrière son écran, Nicolas n'a plus peur d'exprimer le fond de sa pensée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait peur. Sur Internet, Nicolas étale sa collection d'armes. Il a tout. Des couteaux de boucher, un fusil de chasse, un pistolet et un fusil à air comprimé. Quand il n'exhibe pas ses jouets, il écrit des paragraphes remplis de propos racistes, anti-musulmans et xénophobes. Il étale aussi son admiration pour les tueurs de masse tels qu'Eric Harris, Dylan Klebold ou Seung Hui Cho. Et bien sûr, il est très explicite concernant son envie de tuer. Sur l'un des posts Instagram, on peut lire « Je veux mourir en tuant des tonnes de gens ». Des publications très souvent écrites sous l'influence de la marijuana et du Xanax, deux substances qu'il consomme beaucoup. Sans grande surprise, toute cette rage a un impact dramatique sur sa vie sociale. Nicolas Cruz n'a pas réellement d'amis. Il fait peur et honnêtement, les gens préfèrent l'éviter. Les rares élèves qui lui parlent le font pour s'en prendre à lui. Les lycéens ne l'aiment tout simplement pas, et il faut dire que le garçon ne fait rien pour être apprécié. Durant son séjour au lycée Marjory Stoneman Douglas, Nicolas Cruz est victime de harcèlement. Il est mis de côté, poussé contre les murs, pointé du doigt. Et franchement, cela ne l'aide pas à aller mieux. Le 23 novembre 2016, un conseiller frappe à la porte du procureur. Sur Snapchat, Nicolas a fait une vidéo dans laquelle il s'entaille le bras et réaffirme son intention d'acheter une arme. Pour l'encadreur professionnel, c'est un comportement à ne pas prendre à la légère, surtout quand on sait à quel point Nicolas peut se montrer violent. L'école lui assure qu'elle fera une évaluation de la menace. En général, quand une personne rapporte un danger imminent et que le futur est employé dans la réponse, vous savez que rien ne bougera. Je vous le dis d'expérience à travers les centaines d'histoires que j'ai traitées, on fera égale on ne fera pas. Et ce conseiller le sait aussi. C'est pour cette raison que deux autres conseillers joignent leur voix et insistent pour que Nicolas soit vu par un psychiatre. À force d'abnégation, ils réussissent à faire bouger les lignes. Mais le blocage ne vient pas de là où ils pensaient. Le lycée valide que l'adolescent soit diagnostiqué, mais c'est le centre psychiatrique qui fait opposition à cela. Pour l'établissement, Nicolas a déjà reçu un diagnostic et il est traité. Par conséquent, non seulement il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais en plus, il ne représente pas un danger pour la société. Et voilà, dossier bouclé. Petit à petit, les notes de Nicolas dégringolent. Je précise que, jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de mauvais résultats académiques. À vrai dire, Nicolas avait même été récompensé pour avoir obtenu uniquement des A et des B, qui est un très bon standard aux États-Unis. Un B, c'est l'équivalent d'un 15 sur 20 en France. Mais en 2016, alors que sa santé mentale se dégrade toujours plus, il a de la peine à tenir le rythme. Pour remonter la pente, Nicolas et sa mère rencontrent des conseillers d'orientation. Ces derniers suggèrent à Nicolas de poursuivre sa scolarité à la Cross Creek School de Pompano Beach. Cette solution ressemble plus à envoyer la patate chaude dans les bras d'un autre lycée en réalité. Mais cela ne fonctionne pas. Nicolas refuse. Lui, il veut obtenir son diplôme de fin d'études à Stoneman Douglas. Puisqu'il a déjà 18 ans, ni sa mère, ni les éducateurs ne peuvent le faire changer d'avis. L'année qui suit, Nicolas Cruz abandonne l'école. Ses notes sont tellement basses qu'il décide de quitter Stoneman. Sauf qu'au moment où il veut rejoindre Cross Creek, finalement, il apprend qu'il doit passer une autre évaluation. Au dernier moment, sa demande est rejetée et il est placé dans un programme scolaire alternatif. Et c'est là que sa rage envers le lycée Stoneman Douglas grandit. Parfois, quand il rentre de classe, Zachary voit son frère seul, son fusil de chasse à l'épaule. Complètement déconnecté de la réalité, Nicolas fait semblant de tirer sur des personnes imaginaires. Au même moment, il hurle à tue-tête « Pumped Up Kicks », une chanson sur un garçon qui rêve de devenir un tireur d'école. Et quand il fouille le téléphone de son frère, Zachary découvre des messages troublants. Nicolas s'écrit à lui-même, et ce qu'il se dit hérisse les poils de la nuque. « Je vais aller dans cette école, je vais tirer sur tout le monde ». C'est clair et limpide comme message. On ne fait pas plus direct en voulant exprimer ce que l'on a en tête. Pourtant, en 2017, Zach trouve simplement ces messages embarrassants. Un an plus tard,
Il regrettera de ne pas les avoir pris au sérieux. Le lycée Stoneman Douglas travaille à se débarrasser de cet élève perturbé qui dérange par sa présence et son attitude menaçante. Finalement, les responsables de l'établissement sont à 2 doigts d'y parvenir. Mais un nouveau diagnostic contrecarre les plans. Mais peu importe, l'élève a finalement quitté le lycée. Et qu'il soit scolarisé ou non, cela ne concerne plus la direction qui a préféré mettre le problème sous le tapis plutôt que de le résoudre. Et cela conduit à la Saint-Valentin de l'année 2018, l'une des plus sanglantes de l'histoire. Le mercredi 14 février 2018, à 14h19, un Uber s'arrête devant le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Via le rétroviseur, le chauffeur plonge un instant son regard dans les yeux verts de son client. D'un signe de tête, il lui signale qu'ils sont arrivés à destination. L'homme assis sur le siège arrière descend sans dire un mot. Avant de refermer la portière, il ajuste son sac à dos et passe son étui à fusil sous son bras. Drôle de personnage, se dit le chauffeur Uber. Et sans demander son reste, il accélère. Alors que la voiture Uber disparaît, Nicolas Cruz regarde le bâtiment 12 de son ancien lycée. 3 étages faits de béton qui accueillent 30 salles de classe, 30 enseignants et environ 900 élèves. Cela fait 1 an qu'il n'y a plus remis les pieds. Pourtant, le lycée Stoneman Douglas lui semble étrangement familier, comme s'il venait de passer les grilles du portail. Et alors qu'il avance vers la porte d'entrée, il sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Le lycée de Parkland a été le lieu de tous ses échecs. C'est là qu'il n'a pas pu obtenir son diplôme et a dû se rabattre sur un programme alternatif. C'est là que la société l'a définitivement mis à l'écart. Et le pire, c'est qu'alors que sa vie à lui s'effondre, le lycée Stoneman Douglas continue d'exister comme si de rien n'était. La direction, les professeurs et tous les membres de l'équipe pédagogique l'ont oublié, lui et ses problèmes. Il y a 3 mois, le 1er novembre 2017, sa mère est morte d'une pneumonie. Personne ne l'a vu venir. Elle s'est rendue dans une clinique en pensant avoir la grippe et peu de temps après, elle mourait de détresse respiratoire. Après, Nicolas ne se rappelle plus bien. Il se souvient en revanche des larmes sur le visage de Zachary quand il lui a annoncé que leur mère était partie. Il est resté quelques semaines chez Roxane Deschamps, une amie de sa mère, avant de partir vivre avec un ami. Puis, il a trouvé un job au Dollar Tree. Et depuis, sa vie n'est qu'une suite de journées infernales. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il va reprendre le contrôle de son existence. D'un pas décidé, il continue d'avancer vers le bâtiment 12. Un peu plus loin, un garde le remarque. Nicolas Cruz a fait les 400 coups au lycée Stoneman Douglas, et il n'y est plus le bienvenu. En plus, tout le monde sait qu'il n'est visiblement pas sain d'esprit. Raison de plus pour ne pas vouloir qu'il traîne dans l'enceinte. Il risquerait de s'en prendre à un élève. Une réflexion très juste, mais en même temps, à des années-lumière de ce qu'il va se produire ici. Par radio, le surveillant informe son collègue en poste dans le bâtiment 12 de l'arrivée de Nicolas. Ensuite, il retourne vaquer à ses occupations. À 14h21, Nicolas Cruz pose le pied à l'intérieur du lycée de Parkland. Immédiatement, il fonce dans la cage d'escalier du premier étage. À cette heure, tous ses anciens camarades sont assis sur leurs chaises en train d'écouter studieusement les professeurs. Protégé du regard des autres, il ouvre son étui à fusil et en sort un semi-automatique de type AR-15. Enfin, il va tester son nouveau jouet. En début du mois, il l'a acheté dans une armurerie de Coral Springs. Il avait déjà d'autres armes, mais il en voulait une spéciale pour cette occasion, qui ferait de gros dégâts, le plus possible en réalité. Nicolas ne perd pas une seconde. Comme un robot, il assemble son arme. Et alors que le fusil prend forme, il sent un regard sur son épaule. Il n'est plus seul. Derrière lui, Christopher McKenna, un élève, le fixe d'un air terrifié. Tombé nez à nez avec une personne qui monte un fusil dans les escaliers d'un lycée américain, n'importe qui comprend ce qui va se produire dans les instants à venir. Et Christopher comprend également. Nicolas lui jette un rapide coup d'œil. L'échange ne dure que quelques millisecondes, mais la tension est palpable. Christopher sait que sa vie est en jeu. Nicolas aussi a conscience de son pouvoir. Et en grand seigneur, il décide que Christopher n'en vaut pas la peine. Sans émotion, il dit à l'adolescent « Tu ferais mieux de sortir d'ici. Quelque chose de grave est sur le point d'arriver. » Une phrase prononcée mot pour mot par un autre élève d'un lycée 18 ans plus tôt, à un camarade sur le parking d'un établissement scolaire. Mais je vous en parlerai une autre fois de celui-là parce qu'il y a plein de choses à dire sur lui.
Quoi qu'il en soit, pas besoin de le répéter 2 fois à Christopher. Le garçon prend ses jambes à son cou. Nicolas n'est pas inquiet que celui-ci le dénonce à la police. Il a suffisamment de temps pour commettre le carnage dont il rêve. Christopher, lui, court hors du bâtiment en direction des responsables du lycée. Il a vu le regard de Nicolas et il sait que ce ne sont pas des menaces en l'air. Alors il court vers la direction. Et pendant que Christopher réalise le sprint de sa vie, Nicolas avance dans le couloir du premier étage. Son fusil de chasse en main, il cherche ses premières victimes. Et très vite, il les aperçoit. Devant la salle 1215, Martin Duke Anguiano, 14 ans, Gina Rose Montalto, 14 ans, et Luke Hoyer, 15 ans, discutent. Nicolas Cruz leur tire dessus sans hésiter. À 14h23, les 3 adolescents gisent sur le sol, morts. Quand l'écho des tirs se fait entendre, les élèves et les professeurs se figent sur place. Au début, ils sont plus intrigués que paniqués. Et oui, souvenez-vous, Parkland, c'est le genre de ville où il ne se passe jamais rien. Alors, ils se demandent s'il y a un chantier à côté ou si les pneus d'une voiture ont explosé. À ce moment, personne n'imagine l'horreur qui se joue dans les couloirs du lycée Stoneman Douglas. Personne, sauf Ashley Baze. Dans le couloir, l'adolescente de 15 ans hurle de douleur. Une balle vient tout juste de se loger dans sa jambe. Et sous son regard mortifié, Nicolas Cruz tire dans les fenêtres de 4 salles de classe. 6 élèves meurent sous les balles. 13 autres personnes se retrouvent dans un état déplorable. Et coup du sort, l'une des balles ricoche sur l'alarme incendie du bâtiment. Au même moment, un enseignant réalise ce qui se passe et active le code rouge. Le lycée de Parkland est une vraie scène de chaos. Gardez bien à l'esprit que tous les événements que je vous décris se déroulent en l'espace de quelques secondes, une poignée de minutes tout au plus. Les élèves, comme les professeurs qui ne voient pas de leurs propres yeux Nicolas armé de son fusil, ne comprennent pas encore que leurs vies sont en jeu. Dans les salles de classe, certains élèves hurlent, d'autres sont figés sur place, le regard posé sur leurs mains couvertes du sang de leurs camarades. Les enseignants, eux, essayent de gérer au mieux la situation. Mais la vérité, c'est qu'ils sont sans réel pouvoir. La plupart des classes de Parkland n'ont pas de coin sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone pour se cacher si un tireur regarde par la fenêtre d'une porte. Et dans les rares qui en ont, des meubles bouche-laxés. En effet, Parkland n'est pas une ville violente. Et même si la direction suit les instructions nationales sur la sécurité avec toutes les fusillades qui se produisent aux États-Unis, oui, parce qu'il y a une procédure spécifique à suivre, un peu comme les séismes au Japon. Personne n'a jamais pensé qu'un élève commettrait un tel acte. Toujours dans le couloir du premier étage, Nicolas Cruz se dit que cette nonchalance arrange bien ses affaires. Après ce premier carnage, il n'a qu'une envie, recommencer. Il a pris goût à l'odeur du sang, et surtout à la puissance qu'il détient entre ses mains, le pouvoir de vie ou de mort. Il se sent comme un dieu, et il compte bien exercer son pouvoir jusqu'à ce que l'on lui retire. Mais pour ça, il doit se rendre à un autre étage. Même si tout s'est passé en quelques secondes, le couloir du premier niveau est désormais vide. Nicolas Cruz prend les escaliers en direction du second étage. Dans la cage d'escalier, il croise Aaron Louis Face, 37 ans, et Christopher Brent Hickson, 49 ans. La dernière chose que voient les deux hommes, c'est le canon du fusil de Nicolas. Il retentit dans tout le couloir. Quelques secondes après, c'est le trou noir. Leurs âmes quittent leurs enveloppes charnelles et leur corps s'effondre sur les marches. Nicolas enjambe leurs cadavres et la mare de sang pour arriver au second étage. Là, il tire dans 2 salles de classe complètement vides. Il espère que des gens se cachent accroupis et qu'il réussira à faire des victimes supplémentaires sans savoir qu'il n'y a personne. Il envoie alors plusieurs salves avant de monter au 3e étage. Et malheureusement, il y fait un carnage. Dans le couloir, plusieurs personnes paniquées essaient de s'enfuir. Elles tapent à toutes les portes sans succès. Finalement, Peter Wang, 15 ans, parvient à trouver une voie de sortie. Vêtu de sa tenue de cadet, l'aspirant militaire tient la porte ouverte et hurle à ses camarades de s'en aller. Malgré la peur, les lycéens suivent ses instructions. Ils restent vaillamment devant cette porte pour sauver le plus de vies possible. La sienne n'en fait pas partie. Nicolas débarque au 3e étage et arrose de balles les élèves qui essaient de s'enfuir, mais aussi celui qui les aide. Quand Peter Wang est abattu par Nicolas, il a encore la main sur la poignée de la porte. À 15 ans, l'adolescent meurt de façon héroïque. Pour le féliciter de ses actions, Peter Wang sera admis à titre posthume dans la prestigieuse école militaire de West Point. Tout comme lui,
4 élèves et un autre membre du personnel meurent au 3e étage du lycée de Parkland. 4 autres personnes sont grièvement blessées. Mais tout ça n'a pas d'importance pour Nicolas Cruz. Alors qu'il vient de tuer 17 personnes et en a sérieusement blessé 17 autres, le garçon n'en a pas fini. Il entre dans une salle réservée aux professeurs. C'est un endroit qu'il espérait bien réussir à rejoindre. C'est une sorte d'objectif secondaire derrière le principal qui est de faire le plus de victimes possible et marquer négativement tout le pays. Depuis la fenêtre, il aperçoit des gens. Ce ne sont pas des professeurs, mais des élèves en train de s'enfuir. Il sort son arme et leur tire dessus. Du moins, il essaie, mais ça ne marche pas. Les fenêtres résistent. Comment est-ce possible ? En prévision de potentiels orages, le lycée de Parkland dispose de fenêtres résistantes aux ouragans. Face aux balles de Nicolas, le verre tient bon. Peu importe, ce sera tout pour aujourd'hui. Il n'y a plus d'autres cibles ambulantes et un sentiment de satisfaction gagne l'adolescent. Du 3e étage du bâtiment 12 du lycée de Parkland, Nicolas Cruz admire son œuvre. De là où il est, il peut entendre les cris, les pleurs et les sanglots de ses anciens camarades. Et surtout, il les voit en train de courir pour leur vie. C'est alors qu'il fait quelque chose d'absolument incroyable. Nicolas jette son arme à même le sol et se mêle aux élèves qui s'enfuient du lycée. Il sait qu'il est fichu. Les caméras de surveillance l'ont suivi du début à la fin. Plusieurs élèves l'ont vu et reconnu. En plus, au 1er étage, sous la cage d'escalier se trouve son sac à dos. À l'intérieur, il y a des munitions et des chargeurs pour les pistolets qu'il a recouverts de croix gammées. Tous ces objets ont ses empreintes digitales. C'est la fin. Et il le sait. Alors, Nicolas fait quelque chose d'hallucinant. D'un pas léger, il se rend dans un supermarché et s'achète un soda. Toujours sans la moindre panique, il marche jusqu'à un fast-food où il passe un peu de temps. À 15h01, il ressort du bâtiment et c'est reparti pour un peu de marche. À 15h41, un officier de police reconnaît Nicolas comme étant le tueur du lycée de Parkland. Il est immédiatement arrêté. Après 40 minutes à l'hôpital, Nicolas Cruz est conduit au poste de police. En tout, la fusillade de Parkland a duré 6 minutes. Il n'en a pas fallu plus à Nicolas Cruz pour tuer 17 personnes et en blesser autant. Ce faisant, la fusillade de Parkland est devenue la plus meurtrière ayant eu lieu dans un lycée américain. Nicolas Cruz nie les faits qui lui sont reprochés. Pendant plusieurs heures, il répond sans détour aux questions des policiers. Il leur explique son plan et ce qui l'a poussé à agir. Selon lui, ce serait un démon qui, chaque jour, lui répète de brûler, tuer, détruire. Et quand la pression est trop forte, Nicolas se frappe la tête en répétant « Je veux juste mourir maintenant ». Mais voilà, c'est trop tard. Des vies ont été prises et les familles réclament justice. Avant d'être conduit en prison, Nicolas a droit à une dernière visite. Zachary, son petit frère, insiste pour le voir. Et malgré l'horreur des actes de Nicolas, Zachary lui assure qu'il sera toujours à ses côtés. Sous l'œil des policiers, Zachary rassure son frère aîné et lui dit « Je sais ce que tu as fait aujourd'hui. Les autres me regardent comme si j'étais fou pour être là. Et je n'en ai rien à faire de ce qu'ils peuvent penser. Tu es mon frère, je t'aime. » Avant que Nicolas ne soit incarcéré à la prison du comté de Broward, Zachary le serre une dernière fois dans ses bras. Le 20 octobre 2021, Nicolas Cruz plaide coupable pour 17 meurtres au premier degré et 17 tentatives de meurtre. Le 2 novembre 2002, la juge Elizabeth Scherer le condamne à 34 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la sécurité de Nicolas et pour éviter les groupies, parce que oui, il y a des fans de ce genre d'énergumènes, le département de correction de Floride n'a pas rendu publique l'adresse actuelle de Nicolas. On ne sait donc pas dans quelle prison il purge sa peine. Fidèle à sa parole, Zachary échange régulièrement avec son frère. Installé en Virginie, Zachary Cruz a lancé l'initiative WIN pour We Isolate No One. Il s'agit d'une ligne téléphonique destinée aux personnes victimes de harcèlement scolaire. WIN les aide à obtenir une réelle protection contre leurs harceleurs. Et si le lycée ne fait rien, WIN le poursuit afin que les victimes soient dédommagées financièrement. Les 6 premiers mois, la ligne téléphonique a reçu 414 appels. Une belle initiative qui ne fera pas revenir les 17 victimes en ce monde et ne fera pas oublier ce moment affreux aux centaines de personnes présentes dans le lycée à ce moment. Nicolas Cruz a agi égoïstement pour satisfaire une pulsion profonde en lui et a brisé des vies pour cette raison. Voici pour cette affaire de tueur de masse affreuse qui malheureusement risque de se répéter notamment aux États-Unis.
Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « lycée » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.